ton micro. J'ai juste un petit... D'accord. Ok. Bonjour à tous. On va peut-être fermer la porte parce que je ne sais pas faire un truc à porte ouverte. Attendez. Ouais. On va. Ça démarre en fait. Voilà. J'ai récupéré les verres. Bonjour à tous. C'est notre grande journée annuelle puisque tout à l'heure nous avons l'Assemblée générale. J'espère que que nous serons nombreux à l'Assemblée générale également. Mais ce matin, c'est une matinale. Et c'est une matinale un peu spéciale. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, en fait. Nous allons pouvoir rentrer au cœur des travaux des commissions. Vous savez que les commissions, c'est vraiment le cœur de la FTE. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se discute, que les positions se prennent, qu'on décrypte l'activité. Et donc, je suis vraiment très, très contente de pouvoir renouveler ce format. Et je vais laisser Valérie vous expliquer quel est le menu d'aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que les commissions sont vraiment là pour expliquer ce qu'elles font et à votre service. Merci Florence et bonjour à tous. Donc effectivement, cette matinale est dédiée aux commissions, dont vous voyez les noms des 15 commissions s'afficher donc à l'écran. Aujourd'hui, nous allons accueillir donc 5 commissions qui vous ont préparé un cocktail très concentré. Nous allons parler de EMIR, de prix de transfert dans les opérations financières, des indices de référence, du Brexit et de la feuille de route du trésorier en 2019. Donc pour organiser cette conférence, j'ai demandé à 5 commissions se sont portées volontaires pour vous partager leur expérience. Nous aurons donc la commission conformité avec Noël Belmimoun, la commission risque avec Yannick Géhin. Je vais vous mettre là le trombinoscope de toutes nos commissions, puisque l'ensemble des travaux sont faits par toutes les commissions. Il y a des travaux transversaux, mais nous accueillerons en particulier donc Noël Belmimoun de la commission conformité, l'équipe de la commission fiscalité qui est venue en force avec Laurent Guiral, Joël Buy et Marie-Charlotte Mailleux, la commission juridique qui sera représentée avec Louis Delongeau, la commission placement avec Cyril Merkel et la commission risque avec Yannick Géhin. Donc, je les remercie par avance de s'être mobilisés pour cette conférence. Donc, nous aurons aussi 2 intervenants extérieurs qui vont venir nous compléter cet éclairage. Une personne de la Société Générale, Amélie Pichon, qui est un expert sur les taux, et Emmanuel Ambert, qui va venir vous parler aussi de l'état des négociations sur le Brexit. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise, j'ai mis cette photo-là, parce que le trésorier travaille tous les jours, il doit aller d'un point A à un point B. Il a des sujets qui lui arrivent de tous les côtés, soit des sujets politiques, soit des sujets réglementaires. Il a également des contraintes avec ses systèmes d'information, et il doit faire tout ça dans un temps très précis, et ce n'est pas toujours facile. Donc tout ça, c'est pour mettre tout le monde à l'aise, parce que nos intervenants vont vous parler de sujets sur lesquels tout n'est pas encore calé, tout n'est pas encore certain, mais comme vous devez avancer, eh ben, on va avancer ensemble et essayer de vous décrypter tout ça. Et donc, je laisse la parole à Noël Belmimoun, qui est la présidente de la commission conformité. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est mieux. Je viens ce matin pour vous présenter les dernières évolutions du texte EMIR. Comme chacun le sait, EMIR a fait l'objet depuis 18 mois de discussions assez vives au niveau de l'Union européenne pour refondre le texte de niveau 1, avec comme ligne de conduite d'alléger les contraintes administratives liées donc à cette réglementation. Je suis très heureuse ce matin de prendre la parole, déjà parce que le lieu est magnifique, ensuite parce que je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. EMIR, le REFIT, donc le texte de niveau 2, est vraiment
être vraiment une révolution au bénéfice des corporates, puisque vous allez le voir, les obligations en termes de reporting, de compensation, sont véritablement allégées. Donc, je fonde mon texte, dans un premier lieu, il est bien de le souligner, je fonde l'exposition aujourd'hui du texte sur le dernier texte qui a été adopté par le Trilogue en février 2019, qui a été adopté sans modification par le Coreper, ce qui nous laisse espérer dans les prochaines semaines un texte qui ne sera pas également modifié par le Parlement européen et qui, la Commission européenne s'y est engagée, sera voté entre mai et juin, avant le départ avant le nouveau mandat du Parlement nouvellement élu. Et nous espérons donc que ce texte soit publié au plus tard fin juin et donc entre en vigueur 20 jours après la date de publication, donc au plus tard fin juillet. Je précise tout de suite que les différentes obligations que je vais vous annoncer, les différents allègements que je vais vous indiquer sont d'application immédiate. Je n'ai rien vu dans le texte qui laisse présumer que ces différentes obligations ces différents allègements, vont entrer en vigueur dans un temps qui sera différé par rapport à la date d'entrée en vigueur de la réglementation. Donc, premier allègement significatif, la suppression des déclarations des dérivés intragroupes. C'est une excellente nouvelle. La FTE s'est battue depuis plusieurs années, au moins depuis l'entrée en vigueur du texte de niveau 1 en 2012, pour obtenir cet allègement qui ne faisait pas de sens pour les corporates. Et c'est bien heureusement qu'elle y est parvenue, aidée de différentes correspondants, pour le bénéfice des corporates. Donc concrètement, réduction des frais liés au référentiel central. Le reporting est devenu extrêmement coûteux sur ces 2 dernières années. La suppression des LEI associés aux différentes filiales qui traitent en interne avec la centrale de trésorerie. La réduction de la charge administrative de gestion des différents LEI, ce qui n'est pas neutre. Et enfin, une réduction globale des coûts et du temps de gestion opérationnelle liés à ces obligations de reporting. Un point d'attention que j'ai noté dans ce texte-là, pour pouvoir effectivement ne plus déclarer, donc à compter de fin juillet vraisemblablement, il doit y avoir une notification de la part du corporate auprès de l'autorité compétente pour manifester son souhait de venir bénéficier de cette exemption. L'autorité compétente n'est pas définie, je présume que ce sera l'AMF, par l'entremise de peut-être comme étant un intermédiaire à l'ESMA. Je pense qu'il y aura un RTS qui viendra préciser donc la manière et auprès de qui cette notification devra être réalisée très rapidement après l'entrée en vigueur du texte. Il ne s'agit de ne plus faire attendre les corpos. Par contre, je n'ai pas noté que les dérivés intragroupes devaient faire l'objet d'une sortie de l'obligation relativement aux techniques d'atténuation du risque. En d'autres termes, la confirmation en J+2 et le rapprochement des portefeuilles. Le deuxième allègement significatif pour lequel l'AFTE s'est énormément battue, c'est la suppression de la déclaration des dérivés externes, suppression par le transfert en fait de la charge du reporting de la corporate vers l'entité financière, vers la banque. J'ai copié-collé ici le texte exact de la réglementation pour ne pas faire d'impair. Donc il est bien indiqué que la financière a légalement et seule tenue de faire le reporting pour le compte des 2 contreparties, que les détails donc, du contrat dérivé conclu avec la NFC, elle est également tenue de s'assurer de l'exactitude des détails reportés auprès du TR et des autorités de marché. Pour s'assurer que la financière a tous les éléments qui lui permettent de satisfaire son obligation de reporting, celle-ci doit être en mesure de demander à la contrepartie corporate de lui adresser tous les éléments qu'elle ne peut raisonnablement pas connaître et
quelque chose qui me paraît un petit peu tendancieux. La NFC est responsable de s'assurer de l'exactitude des données qui seront communiquées. Donc c'est une excellente nouvelle pour les corporates puisque d'une part le reporting interne et d'autre part le reporting externe avec transfert de responsabilité quand même est supprimé. Ça laisse quand même une interrogation de mon côté. Je note entre le premier paragraphe et le second fin de phrase que chacune des parties au contrat, NFC et FC, ont une obligation qui a le même périmètre, c'est de s'assurer de l'exactitude des informations qui seront reportées. Donc une interrogation, quel sera le niveau d'appréciation? Qui aura ce niveau d'appréciation d'une part et d'autre part? Où placeront le curseur de la somme, du niveau d'information qui devra être communiqué à la banque, puisque c'est elle qui devra apprécier de ce qu'elle n'a pas dans son système d'information ou qu'elle ne peut pas raisonnablement avoir du fait de l'activité avec son corporate client. Donc, véritable question, peut-être que l'AFTE pourra effectivement intercéder au niveau des autorités pour préciser plus avant ce niveau de responsabilité et cette appréciation du niveau d'information qui devrait être remis aux banques. Il faudra également être vigilant côté corpo de ne pas signer des contrats qui veulent que la banque, in fine, transfère transfère l'obligation de reporting de nouveau au corporate en lui demandant, en exigeant finalement d'elle qu'elle remette sous format Excel l'ensemble des informations qui seront destinées à être reportées. Un aménagement concernant la suppression des dérivés, la déclaration des dérivés externes, c'est la possibilité pour celles qui souhaitent continuer à reporter du fait de l'investissement dans des infrastructures ou pour ne pas avoir à répondre auprès de son autorité d'informations qui seraient communiquées par une autre entité qui est la banque, elle pourrait continuer à reporter elle-même ses propres opérations externes. Ça peut faire du sens. Certains larges corpos, ArcelorMittal par exemple, va faire ce choix-là pour ne pas laisser l'opportunité à la banque d'obtenir ne serait-ce que le flag hedging trading relatif à chacune des opérations que nous faisons. Un allègement encore concernant l'obligation de compensation. Donc deux allègements, un qui est plutôt structurant, c'est sur la fréquence du calcul de seuil de compensation. On passe à une fréquence quotidienne, d'une fréquence quotidienne à une fréquence annuelle. Pareil, les modalités de ce calcul, quand il doit intervenir et comment, vont être fixées par des RTS. Et là, il est précisé que le RTS viendra dans les 12 mois qui suivront l'entrée en vigueur de la réglementation, donc juillet 2020 au plus tard. Mais c'est une excellente nouvelle pour nos middle office de ne plus voir ce calcul fait opérer de manière quotidienne. Le deuxième point d'allègement est la suppression de la clause de contagion. Par clause de contagion, qu'est-ce que j'entends? On a attiré mon attention sur le fait que ce n'est pas un terme communément employé. En fait, jusqu'à présent, lorsqu'on dépassait dans une seule classe d'actifs un des seuils de compensation, nous étions appelés à compenser dans toutes les classes d'actifs, quelles qu'elles soient. À compter de l'entrée en vigueur de la réglementation, cette obligation de voir toutes les classes d'actifs compensées sera supprimée au bénéfice de la seule classe d'actifs dans laquelle le dépassement est constaté. Cet allègement est significatif pour les sociétés pour lesquelles elles sont short to cash, comme ArcelorMittal, et qui permettrait en fait de limiter les appels de marge, la compensation à un nombre d'opérations très restreint. Je rappelle que statu quo concernant la définition de couverture qui reste la même grâce au travail de la FTE qui a œuvré
éduquer les interlocuteurs au niveau des autorités pour voir cette définition non modifiée. Pareil, statu quo concernant l'exemption des opérations de couverture dans le cadre du calcul de seuil. Et enfin, des niveaux de seuil de compensation qui restent inchangés. On parlait d'une dualité de seuil il y a encore quelques mois, un qui serait appliqué aux corporates, l'autre qui serait appliqué aux banques et qui aurait eu pour effet de faire entrer certains corpos dans les obligations de compensation. Donc une excellente nouvelle pour nous tous grâce à cette réglementation REFIT qui entrera en vigueur, donc on l'espère, on en est quasi sûr, fin juillet. Voilà. Donc le pari de la Commission européenne était effectivement d'alléger administrativement cette réglementation, d'alléger les corporates du poids de cette réglementation. Je crois que c'est un pari réussi. Je pense qu'on peut remercier les équipes AFTE, ses forces vives ainsi que ses correspondants pour le travail qui a été fait à minima ces 2 dernières années, qui a été très actif, j'ai pu le constater, et depuis 2012, l'entrée en vigueur de la réglementation. Voilà, un grand bravo. Merci. Je vais quand même insister quand on dit que l'AFTE a joué un grand rôle. Ce n'est pas vraiment un artificiel. Il y a vraiment eu du travail avec l'AMF. L'AMF a un gros poids au niveau de l'ESMA et il y a des personnes qui se sont mobilisées comme Noël, Valérie Saint-Saulieu, Nathalie Amiot également, qui est venue avec nous à l'AMF. Et lorsque l'on demande aux trésoriers de venir nous accompagner dans les réunions, c'est vraiment pour que des bénéfices comme ça soient attendus pour les textes futurs. Donc, trésoriers, mobilisez-vous et merci à ceux qui se sont déjà mobilisés dans le passé. Donc, nous allons maintenant, merci Noël pour ton intervention. Nous allons maintenant passer donc à l'intervention sur la partie fiscale et nous accueillons la représentation de la commission fiscalité. Laurent, la parole est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous détendre un peu en faisant de la fiscalité. Enfin, j'espère que ça va vous détendre après des choses très compliquées. Donc, Joël, Marie-Charlotte et moi, ce matin, on vous parlait du projet de rapport de l'OCDE en matière de transactions financières. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de prix de transfert, donc de relations financières entre les sociétés d'un même groupe. Et jusqu'à présent, ce n'était pas le néant, mais il existait en fait peu de réglementation en la matière. On utilisait les principes généraux de l'OCDE pour définir en fait quelles étaient les bonnes pratiques en matière de pricing interco dans les transactions financières. L'OCDE a décidé de s'emparer du sujet, mais comme vous allez le voir, la tâche est peut-être un peu plus ardue que ce qu'il pensait au départ. Donc, en synthèse, en fait, on a 6 points. Alors, il y a 5 points techniques et puis un point qui est un peu plus, on va dire, pour vous. L'idée et le titre de cette présentation, c'était « Préparez-vous au changement » parce que ça va changer, ça va évoluer en fonction des groupes qu'on a eu l'occasion de sonder au travers de la commission fiscale. Certains sont déjà très avancés et très proches finalement de ce que l'OCDE va demander et d'autres sont un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est de, en fait, vous allez le voir, de faire peut-être un assessment de là où vous êtes par rapport à ça, et puis également d'attendre un peu, parce que ce que l'on constate, c'est qu'il y a encore un certain nombre de sujets qui sont en cours de discussion. Donc c'est on va dire une veille active. Donc comme je vous le disais, l'OCDE a présenté un nouveau draft de rapport. Alors, nouveau draft de rapport, je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu de réglementation avant. En revanche, ce n'est pas la première tentative. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier papier. Mais disons que les précédents papiers étaient en état, on va dire, d'avant-projet et ne méritaient même pas qu'on s'y attarde dans la mesure où on savait qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne passeraient pas on va dire le premier round de négociations et de revues. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'OCDE aujourd'hui ne travaille plus qu'à 38 pays. Il travaille avec un cadre inclusif, donc avec plus de 100 pays sur les sujets fiscaux, et que ce rapport en fait s'insère dans le cadre de BEPS, qui est le Base Erosion and Profit Shifting, qui est un plan de révision de toutes les règles de fiscalité internationale
qui était initié en 2013, je crois, avec des actions avec un plan d'action qui a été défini en 2015. Donc ça fait partie d'un ensemble plus cohérent. Vous avez entendu peut-être parler du country by country reporting, des obligations de déclaration des prix de transfert, des nouvelles règles en fait en matière de sous-capitalisation. Tout ça fait partie des sujets qui ont été mis en œuvre par l'OCDE. Et le but de ces règles est d'éviter la concurrence fiscale dommageable entre États, d'une part, et aussi d'éviter que les entreprises n'utilisent justement cette concurrence fiscale et les trous dans la raquette pour que des flux ou des revenus en fait ne soient pas taxés ou alors que des charges soient déduites deux fois dans deux pays différents. Donc ça, c'était juste un petit peu de contexte. Dans le vif du sujet et en synthèse, donc il n'y a toujours pas de consensus, comme je vous le dis, sur les orientations, et notamment on a appris assez récemment que sur des paragraphes un petit peu structurants tels que en fait quelles sont les analyses et quelles sont les appréciations de la structure du capital des entreprises. Là-dessus, il y a un certain nombre de pays effectivement qui ne sont pas d'accord avec ce pré-rapport, donc il y aura encore des discussions. On attendait quelque chose d'un peu plus complet en 2019. Ça risque d'être reporté en 2020 dans la mesure où il faut encore un petit peu de discussion. Et vous savez que les discussions en matière fiscale, ça touche sur la souveraineté des États, leurs finances publiques. Donc les discussions sont toujours très compliquées. Donc on espère qu'on aura un rapport en 2020. Et vous allez voir pourquoi on espère, parce qu'il y a quand même des avancées et des bonnes choses, notamment pour nous en France, dans la mesure où certaines positions en fait prennent un peu le contre-pied de l'administration fiscale, qui aujourd'hui, et y compris des juridictions, qui aujourd'hui en fait ont tendance à demander des choses en matière de justification des prix de transfert, qui sont matériellement très compliquées à donner pour les entreprises. Donc c'est un rapport qui est plus large que le simple sujet des financements, puisqu'il traite aussi des captifs d'assurance. Alors, vu l'objet de la FTE et son titre, on n'a pas traité les captifs d'assurance, mais en tout cas, sachez que ça existe et que l'OCDE planche également sur la rémunération des captifs d'assurance, si vous en avez. Donc, le rapport comporte 4 parties. Donc, la structure du capital, qui permet en fait de replacer ce que l'OCDE appelle la delineation, ce qui permet de replacer la transaction dans son contexte, la fonction de trésorerie et les garanties. Donc, en ce qui concerne la fonction de trésorerie et les garanties, il y a des choses qui sont un peu plus concrètes que sur le reste du rapport. Sur le reste du rapport, on va y revenir dans la slide suivante. Mais la fonction de trésorerie en tant que telle est considérée comme une prestation de service. Donc, pour l'OCDE, elle doit être rémunérée à cause plus. Elle ne mérite pas une répartition en fait du profit. Donc ça, c'est une information qui est importante. En revanche, ce que nous dit l'OCDE, et encore une fois, n'oubliez pas que la règle, pour le moment, qui est beaucoup contestée, mais pas encore mise en cause, c'est le principe arm's length. Donc, c'est-à-dire qu'on doit toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait fait en présence d'un tiers. Donc, si il ressort que la fonction de trésorerie apporte plus que du simple back-office et qu'elle prend des décisions clés en matière de financement, c'est-à-dire qu'elle a les délégations, alors évidemment, elle ne va pas remplacer un board ou dans un groupe multinational, mais si elle a une délégation suffisante et qu'elle prend des options et qu'elle prend des risques dans son activité, elle peut nécessiter une rémunération supplémentaire. Donc ça, on le verra notamment pour la rémunération des cash pool leaders. Donc comme je vous le disais, en fait, il y a un certain nombre de parties du rapport qui sont très claires, d'autres qui le sont un peu moins et plus ou moins avancées. La seule chose qui est sûre, c'est peut-être le bon moment de faire une analyse critique et de voir à quel point vous êtes loin dans vos groupes des tendances, parce que les tendances ne seront pas remises en cause. Alors, on a essayé de mettre dans une seule slide un certain nombre d'informations. Alors, par rapport à la taille des rapports OCDE, parfois ça peut faire 100 ou 200 pages. Celui-là, il n'est pas de cette taille-là, mais malgré tout, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes et qu'on a essayé de résumer ici. Donc, la première chose qui est importante, c'est d'analyser la transaction financière dans son contexte. Donc, on va regarder s'il existe un accord écrit. Oui, c'est pas parce qu'on est interco qu'il ne faut pas d'accord écrit. Et donc, le conseil vraiment qu'on vous donne, c'est d'avoir des accords écrits. Encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait fait en présence d'un tiers? Est-ce qu'on aurait eu une transaction financière avec un tiers, avec une banque, avec
n'importe qui, sans accord écrit. C'est peu probable. Donc il faut un accord écrit, et la question de ce qu'on y met dedans est importante. L'accent est également mis sur les risques inhérents au prêt. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, quel est le contexte dans lequel ce prêt est accordé, lorsqu'on parle d'un prêt, évidemment. Donc, on s'attache aux caractéristiques, le montant, l'échéancier, l'objet, l'existence de covenants, par exemple, qui peuvent évidemment faire varier la rémunération, le taux variable ou le taux fixe. Les circonstances économiques, évidemment, la devise, le lieu, c'est-à-dire le pays dans lequel se situent les parties, la réglementation, éventuelles restrictions ou complications qui sont liées à la réglementation, et la stratégie de l'entreprise en matière de financement. Donc là aussi, on dit souvent qu'en fait les prix de transfert, c'est de la cohérence. On est dans la cohérence, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas justifier une transaction en disant, en racontant, on va dire, une certaine histoire, si dans le passé, les faits montrent que vous avez toujours agi autrement dans le financement de vos entreprises. Si vous capitalisez plutôt toutes vos filiales et tout d'un coup vous surendettez une filiale dans un pays à fiscalité élevée, l'administration va vous dire qu'il y a des chances pour qu'en réalité votre décision soit une décision d'opportunité, mais qu'elle n'est pas justifiée par la situation, ni par l'historique et ce que vous faites habituellement. Donc là aussi, quand il existe une stratégie écrite, ce n'est pas toujours le cas, mais au moins des guidelines, ça peut aider. Nous, ça nous aide dans le cadre de certains contrôles fiscaux, même, c'est plus joli. Donc, c'est vraiment important, tout ce qui est documentation. On a souvent tendance à dire, c'est interco, je contrôle, c'est 100%, donc on fait des petits papiers d'une page, impliquez vos fiscalistes, impliquez vos juristes également. Il faut que tout le monde travaille et il faut qu'on arrive à quelque chose qui soit présentable en cas de contrôle. C'est important parce que la charge de la preuve, même si une partie repose sur l'administration, ensuite elle repose sur l'entreprise. Donc l'analyse, elle doit prendre en compte, dans le cas des prêts intra-groupes, les deux points de vue, c'est-à-dire le prêteur et l'emprunteur. Alors, à ce titre-là, on s'est posé beaucoup la question de savoir comment on apprécie le risque que l'on prend à prêter à une entreprise dans un groupe. Donc la question qui n'est pas encore totalement tranchée, c'est est-ce qu'on considère qu'il n'existe qu'un seul taux qui est une notation globale du groupe, puisque de toute façon, encore une fois, un tiers ne s'adresse à une filiale et lui prête que parce qu'il fait partie d'un groupe. Et si ce tiers prêtait à cette filiale dans des conditions distinctes de ce groupe, que se passerait-il? Parfois la question c'est il ne se passerait rien parce que la situation ne pourrait même pas se présenter. Donc il y a beaucoup encore une fois, c'est des parties qui sont très sujettes à débat. On a plutôt tendance quand même à considérer que on va dire la tendance de fond, c'est de considérer les filiales de manière isolée, donc d'aller vers de la notation individuelle de filiales. Alors c'est un travail qui est un peu compliqué. Moi, quand je discute avec mes trésoriers, ils ne sont pas toujours contents. Bon, donc du coup, il y a effectivement encore un petit travail interne au-delà de la documentation. C'est aussi de savoir apprécier la situation des filiales. Alors, du point de vue pratique, on peut aussi avoir une approche qui est très, on va dire, high level et qui dépend de la taille du financement qu'on doit accorder. Pour les garanties, après, c'est un peu plus compliqué. Donc la question également qui est sous-jacente, c'est y a-t-il un soutien du groupe implicite ou explicite? Donc ça, c'est aussi un sujet qui est important. Là aussi, l'historique, si vous avez toujours soutenu vos filiales, ça sera difficile de dire qu'il n'y a pas de soutien implicite. Si en revanche, vous avez mis des filiales en liquidation judiciaire ou en cessation quand elles n'avaient plus les moyens et que vous ne les avez pas soutenues, ça sera plus facile de soutenir le fait qu'il n'y ait pas de soutien implicite dans le groupe. Sujet important pour la France, les avis de banque ne sont pas nécessairement des comparables absolus. Et là, on a une grosse distinction entre l'état de la jurisprudence et ce que demande l'administration aujourd'hui en France et le rapport de l'OCDE, dans la mesure où il y a encore des décisions récentes de justice en France qui vous disent que si vous n'avez pas
une offre ferme de prêt, par exemple, d'une banque, votre comparable n'est pas recevable. L'OCDE ne va pas jusque-là. Et on sait très bien qu'on ne peut pas solliciter les banques pour demander des avis ou des offres si vous ne leur accordez jamais les financements derrière. Les banques, elles ont autre chose à faire et elles ne vont pas passer de dossiers en comité de crédit juste pour que vous ayez des comparables. Ensuite, sur le cash pool, je vais aller un peu plus rapidement parce que je suis en retard. La rémunération du cash pool est donc, en tout cas de l'agent, du leader, elle est déterminée de façon, là aussi, comme on le disait en introduction, suivant sa fonction. Soit c'est simple coordination, dans ce cas-là c'est du cost plus, et l'avantage doit être redescendu aux filiales par différentes manières, ou alors le rôle du cash pool leader va au-delà. Finalement, il a des fonctions plus étendues, et dans ce cas-là, on peut imaginer notre rémunération. Sur les garanties, enfin, il y a 3 types de garanties qui sont définies par l'OCDE, qui sont identifiées. Les garanties implicites, explicites et réciproques. Déjà, le rapport, même s'il est à l'état de projet, ça je pense que c'est une partie qui va rester, seules les garanties qui sont explicites méritent une rémunération. Une garantie implicite n'est pas rémunérée. Donc il faut qu'il y ait un accord de garantie s'il y a une lettre. De même, les garanties qui sont accordées, on va dire, par le biais de lettres de confort, mais qui ne sont pas engageantes, ne méritent pas de rémunération. Si c'est en revanche une garantie, une parent company garantie, elle mérite une rémunération. Donc il y a plusieurs méthodes qui sont présentées. La constante, encore une fois, c'est que le prix soit considéré comme étant un prix de pleine concurrence. Je vais donc passer la parole pour la suite. Alors, effectivement, nous, on voulait également vous dire quelques mots du programme de l'année de la commission fiscale et des points qu'on souhaiterait aborder alors, avec vous et également avec vos fiscalistes. J'en profite pour faire un peu de pub pour la commission fiscale. N'hésitez pas à venir ou à demander aux fiscalistes de vos groupes de nous rejoindre. C'est vrai que ça permet vraiment de discuter sur la manière dont on doit adapter tous les textes qui vont sortir afin que ce soit le plus pratique possible pour vous et le moins contraignant possible. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision du trésorier. Donc effectivement, à la commission fiscale, on aimerait travailler cette année sur le suivi des travaux du BEPS. Donc effectivement, les normes qui sont sorties s'appliquent dans différents pays et pas seulement européens. Et on voit beaucoup de législations qui changent en ce moment, soit pour durcir des règles de sous-capitalisation, mettre des seuils à la déductibilité des intérêts ou harmoniser les niveaux de documentation qui vont être exigés pour justifier des taux que vous pouvez pratiquer ou des conditions que vous pouvez avoir dans vos groupes. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre comment ça s'applique en France, à la fois sur les transactions financières ou sur des obligations de compliance, mais également comment ça s'applique à l'étranger, dans les pays où on arrive à avoir effectivement de l'information sur toutes les nouvelles obligations qui peuvent avoir lieu souvent lorsque vous allez rédiger des prêts interco, notamment. Alors c'est vrai que l'enjeu, comme Joël et Laurent l'ont dit, c'est vrai que l'OCDE va nous donner des vrais guidance qui sont assez généraux, mais ensuite, comment est-ce qu'on peut gérer en pratique la mise en œuvre de toutes ces normes. Et par exemple, donc, un de nos chantiers en début d'année, côté français, a été finalement d'analyser la loi de finances, la nouvelle loi de finances, qui a mis en œuvre un certain nombre de mesures, et notamment en matière de déductibilité des intérêts, qui sont évidemment forcément impactants pour vos groupes. Actuellement aussi, la DGFiP, donc l'administration française, met en place un certain nombre de textes, et notamment ce qu'on appelle la relation de confiance, qui est un partenariat, et certains de vos groupes ont dû signer ces relations de confiance. Donc ça, c'est pareil, ce sont des sujets qu'on souhaite aborder lors de nos commissions pour voir comment vos groupes en pratique adressent ces sujets. Laurent en a parlé aussi tout à l'heure. Le suivi de la jurisprudence est très 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 important parce qu'en ce moment, que ce soit au niveau français, au niveau européen, la CJUE, ou encore une fois au niveau français à différents niveaux, cours administratif d'appel ou tribunaux administratifs, on a beaucoup de jurisprudence, parfois très compliquée à appliquer pour vos groupes, et notamment, Laurent, tu parlais de cette fameuse jurisprudence en matière de prix de transfert. Comment est-ce qu'on justifie le bon taux appliqué à vos prêts intragroupes, et là, on a juste des jurisprudences qui sont absolument, on va dire,
délirante, pour employer un mot assez trivial, mais qui impose à vos groupes des obligations et une preuve quasiment impossible. Donc ça c'est pareil, comment est-ce qu'on adresse ça? Comment est-ce qu'on se comporte après aussi pendant les contrôles fiscaux? Ce sont des sujets qu'on souhaite aborder tous ensemble. Et dernier petit point, et dernier petit appel, c'est que, comme vous le voyez, on va dire le monde de la fiscalité du financement est donc en train de bouger énormément, et notamment en matière de prix de transfert. Et donc un de nos grands chantiers, et on lance un appel à candidature, c'est la refonte du cahier technique de la FTE sur la fiscalité des prix de transfert en matière financière. On a déjà quelques groupes qui sont volontaires pour nous aider, mais c'est vrai que ce cahier technique avait été mis en place il y a 7-8 ans, je crois, à peu près. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il faut vraiment le rafraîchir, et plus on pourra bénéficier de l'input des uns et des autres, plus ce cahier technique sera riche et pourra bénéficier à tous. Donc, comme l'a dit Joël tout à l'heure, on vous invite fortement à participer à nos commissions avec vos fiscalistes et éventuellement vos juristes aussi. Merci beaucoup. Alors, nous avions prévu un temps de questions sur EMIR et indice de référence et la fiscalité, mais compte tenu du temps, je vous propose de passer au sujet suivant sur les indices de référence. Et s'il y a des questions, vous pourrez donc après la matinale et avant l'Assemblée générale échanger avec les différents intervenants. Donc j'invite les personnes de la table ronde indice de référence à venir se positionner sur les tables. Et on va vous expliquer comment se préparer à travailler avec de nouveaux indices. Alors pour commencer, on va accueillir donc Amélie Pichon, qui est l'experte taux de la Société Générale, qui va vous dresser le panorama de où nous en sommes aujourd'hui. Bonjour. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de vous donner quelques indications sur ce qui se passe en ce moment sur les benchmarks de taux, les réformes des Libor. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'incertitudes, donc voilà, je n'aurai pas toutes les réponses aux questions, mais l'idée, c'est d'essayer de vous donner quelques dates un peu précises. Donc l'histoire a commencé, on va dire, avec le discours d'Andrew Bailey du FCA en juillet 2018. Qui a annoncé la fin de la contribution obligatoire pour le 31 décembre 2021 au Libor, et donc ce qui sonnait aussi la fin des Libor. Donc ensuite, la date du 31 décembre 2021 donc, reste un peu un coup près pour plusieurs sujets. Donc on a la Commission européenne qui va voter en avril une extension probable de la réglementation européenne sur les benchmarks pour les benchmarks critiques que sont le Libor, l'Eonia et le Libor, et les benchmarks de pays tiers. Donc là aussi, on peut s'attendre à une... voilà, il y aura des restrictions à l'utilisation des benchmarks à partir du 31 décembre 2021. Et donc, où est-ce qu'on en est sur les benchmarks européens ? Donc en Europe, on a l'Eonia, nous savons qu'il ne sera pas conforme avec la réglementation européenne, donc plus utilisable à partir du 31 décembre 2021. Et entre-temps, on a décidé de créer donc, ce qu'on appelle l'ESTER, qui est l'Euro Short Term Rate. Le nom a changé, c'est plus ESTER, mais bon, maintenant il faut dire Euro Short Term Rate, qui sera publié le 2 octobre 2019. Et donc à cette date-là, qu'est-ce qui va se passer ? On a aussi l'Eonia qui va changer de définition et qui va devenir l'ESTER plus un spread. Donc le spread sera sûrement autour de 8,5 BP parce que c'est conforme avec ce qu'on observe là sur les données historiques. Et il sera calculé par l'ECB qui est l'administrateur du taux ESTER. Donc à partir du 2 octobre 2019, on a deux taux sans risque qui coexistent et qui ont une existence liée, donc par un spread, et qui sont publiés, une chose importante, en J+1. Donc la fin de la publication de l'Eonia, comme je l'ai dit, est annoncée pour fin d'année 2021. Donc vraiment, c'est la date à retenir.
Donc ça, c'était pour les taux euros sur le court terme. Ensuite, l'Euribor. Donc l'Euribor est en train d'être réformé avec la méthodologie hybride. Donc c'est une méthodologie qui s'appuie le plus possible sur les transactions, mais comme le marché monétaire interbancaire est quand même assez asséché de manière structurelle, il y a aussi encore un peu d'expert judgment de la part des banques. Donc l'enregistrement auprès de la réglementation européenne de l'Euribor est prévu va débuter en avril, et la période de transition des banques de l'Euribor vers l'Euribor actuel va démarrer le 15 avril et est prévue jusqu'au 15 octobre 2019. Donc là, à la fin de cette réforme, donc l'Euribor sera conforme avec la réglementation européenne, donc pas de problème pour l'utiliser dans les contraintes réglementaires. Et les derniers, on va dire, messages de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne sont assez encourageants sur l'euro pour l'Euribor. Donc ils pensent que le benchmark est robuste, qu'il va survivre à moyen terme, et donc on a environ 5 ans de délai sur l'Euribor avant d'envisager des changements abrupts. Et donc pour renforcer aussi ce point-là, il a été décidé sûrement de voter une extension de la période de contribution obligatoire de 2 à 5 ans. Donc voilà, on a un peu de temps devant nous pour l'Euribor. Et avec l'Ester sur l'overnight qui sera aussi la périn. Donc sur l'euro, on est plutôt dans une bonne situation pour ces sujets-là. Ensuite, donc les Libor, la date couperait, on va dire, est donc fin d'année 2021, puisque ça c'est à la fin de la contribution obligatoire. Donc après, on rentre dans un paradigme où en fait la survie des différents indices dépendra de l'appétence des banques à continuer à contribuer. On sait que c'est quelque chose qui coûte cher, il y a des risques réglementaires, donc, et il y a une forte volonté aussi des régulateurs de faire disparaître ces taux IBOR à cause du risque structurel qui porte, puisque comme je l'ai rappelé, le marché interbancaire est très faible, donc on a un volume très limité de transactions pour fixer ces indices. Par exemple, sur le sterling, on a moins de 600 millions par jour pour fixer le sterling, alors qu'il y a des milliards de contrats qui sont adossés au fixing Libor. Donc il y a un vrai risque structurel pour les régulateurs sur ces indices-là. Donc la survie des différents indices dépendra de la volonté et des banques et des régulateurs. Donc on a quelques certitudes déjà. Sur le Suisse, on sait que le marché suisse est très peu liquide, que l'indice Libor est fixé avec très peu de transactions, donc il a de fortes chances de disparaître en 2021, fin d'année. Et on a un taux de remplacement qui est le SARON, donc qui est un taux repo, et qui, du coup, ne sera pas, on va dire, complété par une structure par terme. Donc pour le Suisse, on aura un taux qu'on va devoir capitaliser. Si vous voulez faire du Suisse 3 mois, vous capitaliserez tous les jours le taux overnight, et à la fin de période, on connaîtra le taux de 3 mois. Donc ça, c'est un changement de paradigme, puisque le taux n'est pas connu avant, mais est connu en fin de période. Donc sur le côté JPY, les discussions sont en cours, et donc on sait si on aura un modèle plutôt à la Suisse ou un renforcement du Tibor, donc qui est l'équivalent de l'Euribor pour le marché suisse, pour créer une structure par terme. Et là encore, on pense que le Libor yen ne va pas survivre parce qu'il y a peu de transactions pour ancrer ce taux. Donc c'est aussi des choses qui ont été confirmées par le survey IBA, donc qui est l'administrateur du Libor, qui a publié il y a quelques jours les résultats donc il y avait eu un survey sur la volonté et l'appétence des users et des banques à faire survivre certains benchmarks, et sans surprise, on va dire, le dollar et le GBP étaient arrivés en tête des sondages. Donc s'il y a deux indices qui peuvent survivre après 2021, c'est plutôt sur ces deux devises-là. Mais là encore, on a une forte volonté des régulateurs, surtout côté américain, à faire disparaître le Libor. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? On a deux taux sans risque. Donc sur le sterling, on a le SONIA qui est un taux historique. Le marché est déjà assez liquide. Donc voilà, on observe une montée des volumes.
Ils vont essayer peut-être de créer une structure par terme liée à ce SONIA, donc essayer de faire un SONIA 3 mois qu'on pourrait connaître en avance. Donc voilà, les choses vont se passer de manière assez progressive et plutôt de manière tranquille. Sur le dollar, c'est un peu plus complexe puisqu'on a le SOFR qui est un nouveau taux publié depuis avril 2018 qui est un peu moins liquide. On a eu 67 transactions depuis le début de l'année en swap, donc ça fait assez peu et c'est un taux repo, donc c'est des comportements qu'on a moins l'habitude de voir sur les taux d'intérêt. Mais par contre, il y a une volonté très forte, là encore, de faire disparaître le Libor dollar. Donc, c'est quand même une habitude qu'il va falloir prendre. On aura sans doute un peu plus de détails en Q3 2019, avec IBA qui va aller voir chacune des banques du panel pour essayer de sécuriser une contribution sur chacun des benchmarks les plus utilisés, donc sûrement le dollar et le sterling. Et on aura des clarifications au fur et à mesure de l'année. Donc là, les messages, je pense pour les users, c'est d'essayer de mettre des clauses de fallback dans vos contrats. Donc les clauses de fallback, ça peut être soit des clauses de substitution vraiment tangibles avec un fallback, un taux de remplacement qui est explicitement nommé, ou juste le fait de mentionner qu'on devra négocier avec la contrepartie et de s'habituer à adopter le plus rapidement possible les taux sans risque. Ensuite, je vais vous faire un point rapide sur la réglementation européenne sur les benchmarks, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelques questions sur le sujet. Donc, la réglementation européenne, l'article qui est intéressant pour nous, c'est l'article 29.1 qui réglemente l'utilisation des benchmarks en Europe. Donc, la volonté de l'objectif de cette réglementation, c'est de protéger le consommateur en Europe quand il utilise un benchmark. Donc, il y a des obligations pour les contributeurs et pour les administrateurs. Donc, ça, c'est pour vraiment s'assurer qu'on a des benchmarks de qualité. Et pour les users, du coup, l'idée, c'est de n'autoriser en Europe que les benchmarks qui sont justement garantis par ce gage de qualité et ces obligations pour les administrateurs et les contributeurs. Donc on a 2 échéances pour cette réglementation européenne. Donc la fin d'année 2019 pour les benchmarks européens. Donc à partir du 1er janvier 2020, on ne pourra utiliser en Europe que des benchmarks européens qui sont enregistrés, autorisés par l'ESMA. Donc l'ESMA a publié un registre des administrateurs autorisés et c'est à chaque user d'aller vérifier pour cet administrateur quels sont les benchmarks qui sont autorisés. Ensuite, on a un délai, comme je l'ai expliqué au début, de 2 ans supplémentaires pour les benchmarks critiques et pour les benchmarks de pays tiers. Et donc là, on arrive au 31 décembre 2021. Donc pour l'instant, il y a juste une restriction à l'utilisation des benchmarks administrés par un administrateur européen et pour les autres, on a 2 ans de plus. Ensuite, il faut garder à l'esprit que sur ces restrictions, il y a une exemption qui s'applique aux benchmarks qui sont administrés par des taux centrales, donc il y a des banques centrales. Donc il y a de nombreux benchmarks de change qui sont administrés par des banques centrales qui ne figureront pas dans le registre de l'ESMA, mais qui sont toujours utilisables en Europe. Je pense qu'on peut finir sur ça et il y aura sûrement des questions. Merci beaucoup. Merci Amélie. Après ce panorama de la réglementation et où on va, nous allons avoir donc les trésoriers qui vont vous expliquer comment ils travaillent aujourd'hui avec ces évolutions. Alors, bonjour. Alors l'idée c'était de faire un recensement des domaines où on utilise des benchmarks dans nos activités. Alors c'est ce que j'ai fait. Évidemment ce recensement n'est pas exhaustif, mais je vous invite à le faire chez vous. En gros, où utilise-t-on ces benchmarks? Déjà dans tout ce qui est les intérêts sur compte courant, débiteurs, créditeurs, évidemment on les documente avec une base BOR. En tout cas nous on les documente avec une base BOR plus marge. On l'utilise pour
tout ce qui est le benchmark de nos placements de trésorerie, le benchmark de performance. Sur tout ce qui est financement, nos financements intercompagnies, que ce soit avec des prêts stand-alone long terme, moi je le documente avec une base bord plus marge, ou encore une fois dans le cadre de nos prêts sur compte courant, donc de tout ce qui est cash management, nos financements externes, les term loans, revolving credit facility, overdraft. J'en ai pas de mon côté, mais si on émet en floating rate note, évidemment, on se retrouve aussi avec un benchmark plus un spread de crédit. Et puis, éventuellement, des lettres de crédit ou autres garanties. Si on va dans l'autre grande famille qui est le risk management, évidemment, sur tout ce qui est dérivé sur taux, on utilise et on protège justement ces benchmarks de taux, interest rate swap, cap, options, cross-currency swap, mais aussi NDF, puisqu'on vient de le parler. On parle de benchmark de pays tiers, y compris sur le change. Donc si par exemple je suis un NDF euro-Korean won, bah, je suis impliqué par le fait que mon benchmark est compliance ou pas compliance. D'autres points pour le BFR, j'ai pensé en particulier à tout ce qui était le financement des receivables. On fait beaucoup de receivable discounting, donc on utilise ce type de benchmark ou des intérêts de retard. Enfin, j'ai noté des points de comptabilité. Alors là, je travaille beaucoup sur notre IFRS 16 avec les listes financiers où on me demande de refaire des taux de financement à l'origine ou des taux de financement spot, et je le documente de cette façon-là en faisant un benchmark plus spread de crédit. Mais aussi, on peut se poser des questions, évidemment, sur la comptabilité de couverture, puisque toutes nos documentations de cap, de swap sont clairement documentées en disant qu'on protège les taux à terme, Libor, Ribor, etc. Et puis, éventuellement, des benchmarks pour des tests d'impairment. Voilà, c'est à peu près la liste non exhaustive des domaines de la trésorerie qui peuvent être impactés. Alors ensuite, j'ai listé des points d'attention. Donc moi, c'est bien, je pose les questions, mais j'y réponds pas. Donc ça sera Louis et Cyril. Donc déjà, des questions. Les questions que je me pose, c'est que je vois une divergence des méthodes. Alors on a une régionalisation des pratiques, puisque aux États-Unis, on va faire des taux au jour le jour qui seront sur base repo, sécurisés. En Europe, ça sera une méthode différente. Bon, je ne sais pas quel est l'impact de ce risque de divergence des méthodes, mais on part sur des pratiques qui sont différentes. Autre point, comment seront constituées les courbes à terme? On est clair sur la méthodologie au jour le jour, sur comment on va constituer des courbes à terme. Pour l'instant, c'est encore des points qui sont peut-être en discussion, sur lesquels on voudrait avoir des éclaircissements. Autre point, donc on vient d'en discuter, la mise en conformité des benchmarks pays. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre cette mise en conformité des benchmarks pays. On a compris qu'on avait une période de grâce qui est relativement, de 2 ans à peu près. Comment suivre que, pour reprendre mon exemple, par exemple du Korean Won, le benchmark pays coréen devient valide et que je peux continuer à faire des NDF comme j'en fais beaucoup. L'autre point, et ça c'est sans doute un risque qui me paraît le plus important et sur lequel peut-être Louis reviendra, c'est pendant une période de transition, on peut donc avoir un risque de 2 benchmarks différents coexistants et potentiellement un benchmark utilisé sur, par exemple, un contrat de couverture et un autre utilisé, par exemple, sur votre contrat obligataire qui n'est pas passé au nouveau benchmark. Donc on risque d'avoir une déconnexion entre la couverture et le sous-jacent, et ça, c'est vraiment un risque qu'il faut regarder. Et enfin, le dernier point, qui est plutôt un point d'adaptation opérationnelle. Donc je comprends nous aurons des publications T+1 sur les benchmarks journaliers et qu'on sera maintenant en backward looking. Donc au lieu d'avoir le taux en début de période, on l'aura à la fin de période après capitalisation. Donc ça nécessite des adaptations opérationnelles à mettre en œuvre. Voilà. Je laisse la parole. Oui, alors moi je vais parler, merci, côté placement. Alors je serais tenté de dire côté placement,
si on part du principe qu'une grosse partie de la trésorerie est éligible notion cash and cash equivalent, donc je serais tenté de dire on aura un benchmark à suivre, c'est Léonia ou Lester dans quelques temps. Donc je vais me positionner un peu côté gérant, les gestions. Donc qu'est-ce qui peut changer? Je serais tenté de dire pas beaucoup de choses, pas grand-chose. Si dans le portefeuille du gestionnaire, il veut variabiliser un petit peu, fix to float, donc pour les swaps existants, la continuité sera assumée. Léonia sera Esther plus le spread de 8-9 BP. Pas de repricing des instruments passés, continuité pour tout ce qui est en vie. Pour les swaps nouveaux, dans quelques mois, dans quelques années, bon, ils seront au nouvel indice, Esther ou un autre. Ce qui peut changer, mais bon là c'est de la partie administrative, c'est les prospectus. Il faudra modifier. Donc là il y aura une charge de travail qui incombera au gestionnaire. Concernant l'investisseur, le corporate qui place, je serais tenté de dire rien de nouveau. Le seul changement sera si on benchmark par rapport à un indice. Aujourd'hui on benchmark par rapport à Léonia. On benchmarkera par rapport au nouvel indice, par rapport à Esther. Voilà, donc il y aura un petit spread de quelques BP, mais en valeur absolue, la gestion et le yield du portefeuille ne changera pas. Donc, pour résumer rapidement, côté placeur, si on se focalise uniquement sur Léonia et ou l'Esther, pas de grands changements. C'est quand même quelque chose qu'il faudra suivre dans les mois qui vont venir, mais pas de grandes modifications. Voilà. Alors, lors des dernières journées de la FTE, j'étais déjà intervenu dans la commission juridique pour savoir comment se passerait la transition dans les contrats de financement du passage d'un indice de référence à un autre. À l'époque, on avait fait le constat que finalement, rien dans la loi nous permettait déjà de pouvoir faire une modification automatique et qu'il était peu vraisemblable que le gouvernement lui-même légifère de manière spécifique en ce sens. Nous avions vu également que les contrats aujourd'hui, les contrats de financement, que ce soit des contrats bancaires ou des contrats obligataires ou des Schuldschein, ne sont pas adaptés à cet événement, puisqu'on a simplement une clause qui prévoit généralement une indisponibilité temporaire de l'indice, qu'on appelle la clause de market disruption, de perturbation de marché, mais qu'en dehors de cela, si jamais l'indice de référence vient à être modifié, il faudra passer par une décision unanime des prêteurs ou une décision de l'Assemblée générale des obligataires. Donc ce sont des mécanismes qui sont relativement lourds. Et donc la question qui se posait était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, alors même qu'on ne connaît pas encore exactement comment seront composés ces indices de remplacement. Et la recommandation qui avait été faite par la commission juridique, c'était quand même de s'atteler à la tâche dès maintenant et d'essayer à ce stade de préparer les conditions les plus favorables pour une négociation future. Et donc pour que cette négociation après se fasse rapidement et facilement le jour où on connaîtrait effectivement les indices de référence. Et sur cette base-là, la commission juridique, excusez-moi, du coup j'oublie mes slides. La commission juridique a promu des clauses qui prévoient, en fait, dans les contrats de crédit, la possibilité de pouvoir décider de l'indice de remplacement dans des conditions beaucoup plus favorables, puisqu'on passerait à la majorité des prêteurs et non à l'unanimité. Il faut savoir que cette modification de l'indice, comme on l'a vu tout à l'heure, on aura une différence de spread entre ce qu'on connaît aujourd'hui comme Euribor et Libor et puis les nouveaux indices, vont devoir fatalement s'accompagner d'un ajustement de la marge. Et donc c'est là où il risque d'avoir des négociations. Et c'est pour ça qu'une négociation à la majorité simplement plutôt qu'à l'unanimité sera plus intéressante pour vous, puisqu'elle vous éviterait de vous retrouver otage d'un consensus global ou de certaines banques qui pourraient, des banques minoritaires qui pourraient profiter de la situation pour monnayer leur vote. Et donc on pourrait risquer une situation de blocage. Sur tout ce qui est Schuldschein et puis obligations à taux flottant, là encore, en fait, la commission juridique a promu des clauses qui permettent
à l'émetteur ou à l'emprunteur de pouvoir définir seul, avec l'aide d'un tiers expert, le nouvel indice de référence et l'ajustement de la marge qui est corrélative, ce qui permet d'éviter de devoir consulter les obligataires dans le cadre d'assemblée générale ou de devoir consulter l'ensemble des Schuldschein, des porteurs de Schuldschein, puisque vous savez que dans un Schuldschein, il faut une décision à l'unanimité. Donc ce sont des mécanismes qui sont relativement intéressants, qui permettent donc d'éviter ces situations de blocage. Et lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis novembre, on voit que dans la négociation des contrats, des nouveaux contrats dans le cadre de refinancement, eh bien, ce sont des clauses qui ont été largement adoptées. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque les banques qui jusqu'à maintenant étaient plutôt réticentes sur le sujet ont commencé à s'ouvrir et à accepter ce type de mécanisme. Par contre, on voit peu de cas où les entreprises auraient spontanément demandé à leurs banques de négocier ce type de mécanisme-là. Et je pense qu'il faut les encourager à le faire pour que les entreprises ne soient pas, le moment venu, un peu acculées pour pouvoir négocier avec leurs banques lorsque les indices de référence sont rentrés en vigueur. Et puis peut-être pour être complet, un dernier petit point, on avait fait cette annonce déjà lors des journées de la FTE. Pour ce qui concerne les dérivés, les opérations de couverture, l'ISDA est en train de travailler sur un protocole qui permettrait en fait une application d'un espèce de RIBOR ou LIBOR synthétique. Et donc il suffirait de signer ce protocole pour qu'il s'applique sur tous les contrats en cours et pour pouvoir maintenir une continuité des taux RIBOR ou LIBOR dans les jambes de swap. Voilà, j'ai fait un peu le tour de mon sujet. Merci pour votre intervention. Vu que nous avons un petit peu de retard, attendez, je vous propose peut-être de ne pas aller autant de questions. Je vérifie, oui, puisqu'après c'est la table ronde Brexit. Donc, sauf s'il y a une question dans la salle, sinon on les regroupe à la fin si on a du temps. Donc, je propose de remercier nos intervenants sur la partie individuelle. Et nous passons donc au sujet Brexit. Et je vous invite à profiter de cette transition pour noter vos questions si on a le temps à la fin ou d'aller les poser aux intervenants à la sortie. Donc Armel, oui voilà, Armel sur la table ronde Brexit. Et puis également donc Emmanuel Ambert. Donc comme on disait tout à l'heure sur la diapositive que j'avais mis, on avance sur le Brexit. On ne sait pas si la balle va tomber côté deal, no deal, Brextension, on ne sait pas. Donc on va laisser Emmanuel Ambert nous expliquer ce qu'il en est aujourd'hui. Il a passé la nuit donc à plancher, à réfléchir à ce qu'il en était des négociations. Donc Emmanuel, la parole est à vous. Allô ? Oui. Non, je dois l'avouer, j'ai regardé le match de foot hier soir. Je n'ai pas suivi les débats parlementaires au Royaume-Uni. Alors, la situation du Brexit, c'est assez confus. Je pense que tout le monde est assez confus. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu donc un accord entre le gouvernement britannique Theresa May et l'Union européenne, et un accord avec une chose importante, une période de transition. C'est-à-dire que si l'accord est accepté par le Royaume-Uni, il y a une période de transition de 21 mois qui démarre le jour de la sortie, donc qui permet à tous les acteurs économiques de s'adapter à la nouvelle situation. Theresa May a soumis 2 fois cet accord à son Parlement et l'accord a été rejeté 2 fois. Donc elle a demandé la semaine dernière une extension pour pouvoir repousser la date butoir, la date butoir qui est au 29 mars, donc dans 3 jours exactement. Et l'Union européenne a répondu. Elle a effectivement donné cette extension avec plusieurs options. La première option, c'est qu'il y ait un nouveau vote sur l'accord et que cet accord soit accepté par le Parlement britannique, ce qui repousse la sortie au 22 mai, avec ensuite la période transitoire de 21 mois. Deuxième option, le Parlement britannique vote
vote l'accord pour l'extension, ce qui lui permet de débattre un petit peu plus. Dans les débats, soit il ne trouve pas de solution, dans ces cas-là, sorti le 12 avril, et pas de période de transition derrière. Donc là, c'est un no deal Brexit. Donc l'option du no deal Brexit existe encore. Ensuite, ils peuvent annuler le Brexit, ils peuvent décider de voter et d'annuler le Brexit, ce qui est assez improbable, mais bon, c'est une possibilité. Ou ils peuvent voter un certain nombre de mesures qui seraient soit une renégociation, soit de nouvelles élections, de nouvelles élections en Angleterre pour changer de gouvernement, soit un référendum. Donc ça, c'est encore possible, mais pour faire ça, ils ont besoin d'une nouvelle extension et donc ils ont besoin d'organiser les élections européennes. Hein, il y a la date butoir, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, c'est que pour organiser des élections, il fallait plusieurs mois de préparation. Donc je vois mal comment, d'ici le 26 mai, ils peuvent organiser des élections européennes. Mais bon, ça semble tout d'un coup possible. Et puis, il y a encore une autre option, qui est si jamais ils rejettent, donc je vous ai dit, Theresa May devrait leur demander s'ils acceptent l'extension. S'ils la rejettent, ben c'est sorti le 29 mars. Et alors, bon, ça semble assez improbable, mais pour l'instant, ce qu'il y a dans la seule loi qui a été votée par le Parlement britannique, c'est que le Royaume-Uni sort le 29 mars. Il n'y a rien d'autre pour l'instant comme loi. Et donc, il y a encore plusieurs possibilités d'avoir un Brexit, un hard Brexit, avec derrière aucune période de transition. Et là, ça pose des problèmes assez compliqués parce qu'il y a il y a beaucoup de la manière dont les entreprises sont organisées, ça va être disrupté, mais il y a en plus un certain nombre d'accords qui ont été passés entre organisations, entre associations, entre entreprises, qui partent de l'hypothèse que le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne. Et ça peut tomber d'un jour à l'autre. Alors l'accord le plus connu, c'est celui du Vendredi Saint sur l'Irlande. Mais il y a aussi, par exemple, l'accord sur l'Open Sky européen dans l'industrie aérienne, où pour faire partie de cet accord, il faut que les compagnies aériennes aient un comité un board avec en majorité des citoyens de l'Union européenne. Donc, par exemple, British Airways n'est plus une compagnie européenne s'il y a un hard Brexit. Et il y a plein de sujets comme ça qui peuvent sortir. Alors, il y a un certain nombre d'organisations qui ont signé des accords transitoires, même en cas de hard Brexit, mais on ne sait pas, on va peut-être trouver de nouvelles choses au moment où ça arrive. Voilà la situation. Merci Emmanuel. Donc on est sur Expect the Worst aujourd'hui, et donc on a fait venir donc nos trésoriers qui vont vous dire comment ils s'organisent devant quand même des no deal ou une situation compliquée qui se présente devant nous. Donc on va laisser à tour de rôle donc nos trésoriers témoigner sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils envisagent de faire si jamais ils ne sont pas encore prêts. Alors, je vais faire un petit témoignage de ce que l'on a fait jusqu'à présent à Technicolor. Donc l'année dernière, au début d'année dernière, on a eu pas mal de nos banques américaines qui ont été assez demandeuses, on va dire, assez pushy, même pour certaines, pour nous amener à nous poser la question et nous dire de relocaliser nos comptes qu'on avait à Londres sur le continent. Bon, finalement, ça s'est un peu calmé. Elles ont été de moins en moins, entre guillemets, demandeuses ou agressives au fil du temps. Mais néanmoins, ça nous a amené à nous poser tôt les questions. Quels seraient les impacts pour nous? Et là, une des points sur lesquels on s'est dit qu'il y avait vraiment un point de risque et qu'on pouvait l'anticiper de manière facile, c'était tout ce qui était la relocalisation des comptes sur lesquels on fait les centrales de paiement, où là il y a beaucoup de flux, les paiements pour compte de Londres à Paris en l'occurrence,
On avait à cette époque surtout la crainte que le canal CEPA nous soit coupé et donc que les coûts explosent. Bon, on a un peu plus de confiance maintenant depuis la semaine dernière sur cette question. Donc on aura encore une disponibilité du canal CEPA. Reste quelques points sur les FIS quand même à éclaircir, mais en tout cas on a mis en place ce mitigation plan et on l'a fait, c'était relativement facile et on verra si on l'utilise finalement. On a re-signé des ISDA avec des contreparties continentales. Donc sur les financements, c'était déjà en Irlande, donc il n'y avait rien à faire. Sur les dérivés, donc les ISDA, on était avec des contreparties londoniennes et donc on a été signé des ISDA avec des contreparties irlandaises et même une basée à Francfort si je ne me trompe pas. On verra dans les points d'attention qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et on s'est posé des questions de risque classiques. Donc on a des expositions EUR-GBP, GBP-USD, etc. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? D'habitude, on couvre notre change transactionnel à relativement court terme, entre 4-6 mois, un peu plus de temps en temps. Là, au début d'année, on a couvert plus long. On a quasiment couvert 9 mois à 12 mois. Bon, fin janvier, bon, passe encore. Bon, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, puisque finalement, GBP se comporte plutôt pas mal. Le marché est beaucoup plus optimiste que nous l'étions. Mais toujours est-il qu'on a pris cette décision et qu'on a couvert plus long que l'accoutumée. Et puis on s'est aussi posé la question de la couverture de nos actifs en devises. Et on n'a pas été très loin dans cette réflexion. On a interrogé quelques banques, on s'est posé 2-3 questions, mais on n'a pas poussé beaucoup plus loin. Donc on n'a pas été plus loin dans cette direction. Alors, les points d'attention. Donc, il y a un point que je ne vais pas aborder puisque nous, on ne l'a pas fait, mais qui est un point sur lequel on insiste sur la FTE, qui est l'idée d'en profiter pour se poser la question de l'ISDA français. L'idée de la contrepartie, de la qualité de crédit de la nouvelle contrepartie avec laquelle on va contracter. Puisque, par exemple, si vous avez une contrepartie continentale avec qui vous allez faire un nouvel ISDA, quelle est la qualité de crédit de cette contrepartie? Donc il y a un point à voir et Armelle va en parler plus en détail. Un autre point que j'ai redécouvert en faisant, que j'ai tout courant, mais je l'ai redécouvert en faisant l'exercice, c'est que puisqu'on va passer de 2 contreparties différentes, on va se retrouver avec une impossibilité de netter des portefeuilles qui sont différents. Nous, on a des appels de marge. Donc, on va avoir un portefeuille avec une contrepartie. Puis, les nouveaux deals qu'on va mettre en place avec une nouvelle contrepartie, ces 2 portefeuilles sont étanches et on ne peut pas netter. Donc, on a un impact de liquidité potentiel le temps qu'un portefeuille meurt, à moins qu'on fasse un Big Bang, mais ce n'est pas ce qu'on a choisi, de faire. Puis, il y a d'autres points légaux. Mais Louis va prendre la parole. Je peux peut-être compléter d'un point de vue du trésorier. Alors déjà, pour vous dire, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée m'inscrire à une formation à la FTE sur le Brexit. Je vous la conseille, c'était très intéressant et je pense que ça ne fait pas de mal de rouvrir un peu le champ. Et je crois qu'il va y avoir des nouvelles sessions, m'a dit Valérie. Oui. Voilà. Si on revient peut-être... tu peux remettre le slide d'avant ? Rapidement sur la partie de gauche, moi j'ai pas grand chose à rajouter parce que nous notre cash pooling est basé à Paris, on était passé en cash pooling zéro balance, donc on n'a pas vraiment d'application. On était assez optimiste sur le canal CEPA, donc on ne s'est pas vraiment agité. Notre gros sujet, enfin on a différents sujets. Notre gros sujet pour nous c'est les swaps, et on a un très gros book de dérivés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous on a pris le parti d'exiger une migration sur un ISDA de droit français. Donc c'est une décision que nous avons communiquée à l'ensemble de nos banques, sur lequel nous tenons fermement. Alors évidemment, chacun nous explique qu'évidemment ils n'ont pas le temps, que c'est très compliqué, etc. Moi, le message que je veux véhiculer aujourd'hui, c'est qu'on a déjà 2 contrats qui sont très proches de la signature.
que la transcription de l'ISDA se fait avec très peu de changements, enfin pas de changement sur les termes économiques du contrat. Donc honnêtement, c'est vraiment une transcription. Alors peut-être que Louis pourrait y revenir, mais je ne crois pas qu'il y ait d'argument vraiment économique, à part celui que ça crée du travail, que certaines banques, notamment anglo-saxonnes, n'ont pas fait encore le travail de faire valider les formats d'ISDA français dans leurs instances aux US. Voilà. Mais en tout cas, nous, c'est notre choix. On pense que c'est une opportunité pour nous. On a un levier en ce moment qu'on a envie d'utiliser pour passer en droit français. Il ne nous semble pas sain de se retrouver un jour éventuellement avec une contrepartie sur le sol européen dans une juridiction qui ne concerne aucune des deux parties. Pour parler de... Alors, juste aussi pour continuer là-dessus, effectivement, moi, mon premier sujet de préoccupation, c'est la qualité de la contrepartie qu'on me propose. Je trouve que les banques ne sont pas très explicites sur ce point. Ces entités aujourd'hui ne sont pas suffisamment capitalisées, en tout cas au regard du cadre de risque exigé par EDF. Donc on a un vrai sujet. Donc on sent que... Alors moi, je demande des garanties maison mère. Pour le moment, je n'ai pas encore obtenu. Mais j'ai obtenu éventuellement de scinder, d'avoir des sujets qui restent au UK quand c'est possible, pour essayer de diminuer la taille du risque. Et par ailleurs, ça sera un point non négociable, puisque je serai obligée de baisser mes expositions avec certaines contreparties si elles ne capitalisent pas suffisamment l'entité réceptrice. Voilà. Voilà, peut-être dire aussi sur le FX, nous on n'a pas modifié notre politique de risque sur le transactionnel puisqu'on a une politique à 3 ans. En revanche, sur la couverture d'actifs en sterling, on a un cadre qui est assez, qui permet, je dirais, une relative flexibilité autour d'un benchmark. Et de façon, alors l'euro sterling, de mon expérience, c'est vraiment un cross qu'il est très très difficile de prévoir. Donc avec beaucoup d'humilité, je dirais qu'on a fait le choix de se remettre à notre benchmark. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un choix qui est très payant, puisqu'on voit que le sterling a plutôt bien résisté pour le moment, donc on était plutôt en deçà. Mais bon, je pense que c'est juste une décision de prudence de se remettre à notre benchmark. Et peut-être si tu passes le deuxième slide, voir si j'ai oublié quelque chose. Pour le netting, donc nous, on a fait le choix de tout transférer, même si on est assez peu collatéralisé, mais on préfère avoir tout dans la même entité pour effectivement aussi que le pricing des nouveaux deals puisse tenir compte de l'efficacité du book. Et voilà, je vais laisser la parole aux autres corpos. Peut-être, oui, Noël, si tu as quelque chose à compléter avant que l'on repasse à l'aspect juridique avec Louis. Tout à fait, très rapidement. Chez ArcelorMittal, on avait fait le choix, effectivement, de passer sous ISDA français. Ce n'est pas possible à partir d'une version 92. Il faut migrer vers une version 2002 avant de passer à la version française. Donc, compte tenu du temps qui nous restait et de cet état que nous ne connaissions pas, nous sommes allés vers une réplication. Le process est engagé depuis seulement quelques semaines. Le retour des banques est assez timide, il faut être honnête. On a finalisé et pas signé encore 2 contrats sur 24-25 que nous devons mettre à jour. Je voulais attirer votre attention sur le fait que, de manière complètement hasardeuse, j'ai écrit aux 2 plateformes de trading avec lesquelles nous traitons en me disant, bon, elles viendront juste me confirmer qu'il n'y a pas de sujet Brexit. L'une d'entre elles m'a dit si. Depuis MIFID, nous devons avoir un agrément en tant qu'internalisateur systémique. Et de ce fait-là, Brexit nous impacte. Nous allons vous proposer un nouveau contrat avec une contrepartie donc irlandaise, ce qui est le cas depuis hier. Évidemment, c'est un contrat d'adhésion. Vous signez sans regarder, vous regardez sans possibilité de négocier plutôt. La Caisse des dépôts m'a écrit tout récemment pour m'expliquer qu'il fallait que je sois attentive aux potentiels quotas UK qui pourraient rester sur mes comptes en gestion et qui, à la date du 29 mars, ne seront plus utilisables. La communication est très récente aussi, un peu confuse. Je vous avoue ne l'avoir pas très bien comprise, donc je ne peux pas vous apporter de réponse, mais potentiellement regardez ce point-là. Le dernier point, DTCC a fait une communication complètement
comment dire, très étonnante, une communication très générique, on clique et on tombe sur un ensemble de documentation qui veut que post-Brexit, pour reporter vos deals intra-groupe, on sait maintenant que bientôt il n'y aura plus, il va falloir faire quelques développements avec donc des TCC. Pareil, c'est un point que nous n'avions pas envisagé, que nous apprenons à la dernière minute. Alors évidemment, on va favoriser le repapering avec les banques avant de s'occuper de ces petits sujets qui arrivent à la marge. Voilà. Oui, juste pour compléter, j'avais oublié de le dire, effectivement, nous, on a re-signé nos plateformes de trading, on les a re-signées sur des entités continentales. Et donc, nous, on n'est pas chez DTCC, on est chez Unavista. Le problème que ça nous pose, et c'est pour ça qu'on est très impatient de voir la fin de l'interco sur les MIR, parce que ce qui nous explique, c'est qu'il va falloir créer 2 flux séparés pour les deals UK et les deals non-UK. Donc, merci pour ces éclairages terrain. Et maintenant, Louis va nous expliquer donc, sur la dimension juridique avec les contrats, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on doit faire très vite, de préférence. Alors sur les contrats, généralement, lorsqu'on parle Brexit, on pense surtout aux contrats de crédit, parce qu'on sait qu'à partir du moment où le Brexit sera rentré en vigueur, on aura une question de monopole bancaire qui va se poser, puisque les banques britanniques ne seront plus autorisées à prêter en France. Le point de focus, c'est de savoir où les fonds sont mis à disposition. À partir du moment où ils sont mis à disposition en France, c'est la règle du monopole bancaire français qui s'applique. Et puis on pense aussi au contrat de couverture, on en a déjà un petit peu parlé, puis on reviendra sur le sujet pour voir un peu comment on les fait migrer. Alors sur les contrats de crédit, il y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai un contrat de crédit à terme et celui-ci est intégralement tiré. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de sujet puisque les banques n'auront plus d'obligation de remettre au pot, il n'y aura plus d'obligation de prêter. Et donc on va rester sur un contrat en cours et on peut continuer avec ce contrat jusqu'au bout à partir du moment où on n'a pas envie de pouvoir renouveler en fait ou augmenter la ligne. Par contre, les choses sont moins claires pour les contrats de crédit. Alors, pour les contrats de crédit, on a le Haut Comité juridique de place, qui a été repris aussi par la FBF, et qui considère qu'au nom du principe de continuité des contrats en cours, ces contrats devraient pouvoir continuer à être appliqués tant qu'ils ne sont pas modifiés. Alors, ça déjà, cette position, elle n'est pas forcément partagée par toute la place. Il y a de nombreux cabinets d'avocats qui ne sont pas d'accord avec cette analyse. Et puis surtout, du moment où je fais une modification importante de mon contrat, si par exemple j'augmente son montant, si je proroge sa durée, il y a des risques qu'on considère que en fait, le principe de continuité soit rompu et qu'on soit dans ce cas-là dans une nouvelle opération qui imposerait aux banques de pouvoir respecter la réglementation bancaire française. Et donc du coup, on se retrouvait coincé. Donc fatalement, sur la base de ce constat-là, la recommandation de la commission juridique, c'est de pouvoir anticiper la difficulté et puis demander à ces banques, aux banques britanniques de sortir, de transférer leur participation à des entités continentales. Alors en pratique, on voit que ce n'est pas forcément facile, que les banques britanniques traînent un peu des pieds pour pouvoir le faire et qu'elles ne le font pas véritablement spontanément. Alors, quels sont dans la documentation bancaire actuelle, quels sont mes recours si jamais, après le Brexit, je me retrouve avec, dans mon syndicat, des banques britanniques qui, sans me dire qu'elles ne peuvent pas prêter, représentent, comme on l'a vu tout à l'heure, un risque de défaut potentiel. Alors aujourd'hui, on n'a rien en fait dans la documentation puisqu'on n'a pas de clause qui permette à l'emprunteur de pouvoir forcer une banque à sortir si jamais elle n'est plus en situation de prêter. On a bien une clause d'illégalité qui permet à la banque de le faire, elle, mais c'est elle qui garde en fait c'est elle qui garde le contrôle. Et si jamais c'est pas elle qui demande cette sortie, l'emprunteur ne peut pas le faire. Et donc la recommandation de la commission juridique, c'est bien sûr de pouvoir modifier un petit peu ces contrats dans le cadre d'avenants qui pourraient être négociés dans les semaines qui viennent, qui permettraient, si jamais une banque britannique perd sa licence bancaire européenne, de pouvoir, à la main de l'emprunteur, la forcer à transférer sa participation. Et donc on voit que dans les nouveaux contrats, ceux qui sont négociés en ce moment, on arrive à obtenir ce type de stipulation. L'autre chose, ce sont les contrats de dérivés. Alors pour les contrats de dérivés, là on voit que les banques ont été beaucoup plus proactives puisque ça fait déjà un certain temps qu'elles vont voir les entreprises pour leur proposer une migration. Et la migration qu'elles proposent, elle se fait à plusieurs...
Ah, pardon. Ouais. Bon, je vais vous le faire comme ça. Vous aurez le son et pas l'image. Alors, il y a plusieurs moyens en fait, de transférer. Et on a un petit peu évoqué ces différentes notions tout à l'heure. La première chose, c'est ce qu'on appelle la réplication. Alors, la réplication, c'est quoi ? C'est en fait, c'est re-signer avec une contrepartie située dans l'Union européenne un contrat identique à ce qui existe aujourd'hui avec des contreparties britanniques. Alors, l'avantage de la réplication, c'est qu'on évite tout ce qui est travail de renégociation, puisqu'en fait, on repart vraiment sur une base complètement identique. L'inconvénient, on l'avait tout à l'heure, c'est que ça ne touche pas les contrats en cours. Donc, les contrats en cours, normalement, les choses devraient pouvoir se continuer sans problème, sauf si, par exemple, on vient à modifier le montant du notionnel. Et dans ce cas-là, j'aurai un nouveau contrat, il faudra de nouveau me poser la question de savoir si ma contrepartie est éligible ou pas. Mais autrement, donc, la réplication, l'avantage, c'est que ça va vite, on ne renégocie rien, ça touche par contre que les contrats, les nouveaux contrats, pas les contrats en cours, et dans ce cas-là, la question d'une éthique qui a été évoquée tout à l'heure se posera. La deuxième façon de transférer que les banques britanniques peuvent vous proposer, c'est la novation. À la novation, là, on va transférer tous les contrats en cours. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, on va prendre une position, en fait, un book de contrats, c'est ce qu'apparemment Armel a fait, et on va transférer en fait tous ces contrats sur une entité continentale. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, on reste toujours sur les mêmes termes. On résout une fois pour toutes la question du Brexit et des autorisations des contreparties bancaires. Par contre, pour les entreprises qui ont une question, par exemple, d'appel de marge, on va perdre le grandfathering pour les contrats qui étaient signés avant 2016. Donc ça, il faut juste avoir ça à l'esprit. Et puis, il y aura peut-être des problèmes de comptabilité ou de fiscalité. Ça, je n'ai pas encore regardé le sujet. La troisième façon de faire, c'est ce qu'on appelle la procédure de Part 7. Alors ça, c'est un mécanisme de droit britannique qui permet à un juge qui va être saisi par la banque britannique de décider, dans le cadre d'une décision judiciaire, de transférer les portefeuilles de couverture. Alors, cette procédure-là, elle n'est pas possible pour toutes les banques britanniques, elle n'est possible que pour celles qui font des dépôts, donc les banques de dépôt. Et puis la difficulté pour les entreprises, c'est que c'est un mécanisme, même si en fait l'entreprise pourra faire opposition, c'est un mécanisme entre soi, entre le juge britannique et la banque britannique. Et le juge britannique, lui, va appliquer une analyse multicritère dans le cadre de laquelle la solidité financière et puis le risque de crédit de la contrepartie, la nouvelle contrepartie substituée, n'est qu'un des éléments pris en compte. Et on retrouve un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que dans tous ces processus de transfert, reste quand même la question de savoir quelle va être la solidité de ma nouvelle contrepartie. Et donc on peut effectivement, comme je disais tout à l'heure, faire opposition, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc on va avoir un transfert de tous les contrats, et là, on se inclut les contrats en cours avec les mêmes questions que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le dernier mécanisme, c'est Noël qui m'en a parlé récemment. Alors là, c'est un mécanisme assez malin. C'est la banque qui va venir vous voir pour faire simplement un avenant à votre contrat en cours pour pouvoir insérer une nouvelle succursale. Et c'est cette succursale située dans un pays européen qui va faire le booking des opérations à venir. Donc on est un petit peu comme sur la réplication, à savoir que ça ne touche pas les contrats en cours, ça touche simplement les contrats à venir, mais l'avantage, c'est que finalement on rajoute un acteur dans la boucle et on continue comme si de rien n'était sur la base des contrats existants. Avec, là encore, la question des contrats en cours et la question du netting qui se posera. Donc, voilà un petit peu les mécanismes de transfert. J'imagine que chacun d'entre vous a commencé à les voir et en discuter avec ses banques. Et puis on mentionnait tout à l'heure l'ISDA droit français. Je pense que ça c'est effectivement important parce qu'on a un bon momentum pour pouvoir profiter de la situation, pour pouvoir transférer ces contrats du droit anglais au droit français, en accompagnement en fait des transferts vers d'autres entités qu'on vient d'évoquer. Sachez que la commission juridique a mis à la disposition de ses membres un avenant très simple qui permet justement la transposition en droit français, puisque comme Armel l'évoquait tout à l'heure, les deux contrats sont vraiment très très proches les uns des autres.
Je pense que ce qui freine un petit peu les banques aujourd'hui, c'est que la plupart de leurs juristes sont des juristes anglais basés à Londres et qu'il va falloir qu'ils apprennent le droit français. C'est un très bon exercice pour eux. Mais autrement, je pense que pour vous, ça va être quand même plus simple puisque vos ressources juridiques ou vous-même, vous serez quand même plus à l'aise avec un contrat de droit français qu'avec un contrat de droit anglais. Donc effectivement, la FTE milite pour le passage à cette idée de droit français. Merci Louis pour ce complément. Je pense que nous avons couvert de nombreux sujets et le temps est écoulé. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants pour cette table ronde. Et donc cette matinale a montré un peu toute la substance des commissions et l'objectif c'était de la partager avec vous. Donc je vous invite à rejoindre des commissions, à nous questionner sur les sujets puisque c'est comme ça que l'on avance et que l'on peut justement faire évoluer toute la communauté des trésoriers. Je vous donne rendez-vous à la page 20 de la lettre de mars où nous avons fait le calendrier des rendez-vous 2019 avec l'ensemble des commissions, de façon à vous donner de la visibilité sur votre fil où vous avancez et vous devez attraper les sujets qui vont tomber soit à gauche, soit à droite. Si vous avez encore des questions, malheureusement on n'a pas pu en prendre, il y a encore un petit déjeuner servi à l'extérieur et vous pouvez aller échanger et poser des questions à nos intervenants. Et je vous donne rendez-vous à 10h30 dans cette même salle pour l'Assemblée générale à laquelle vous êtes bien entendu les bienvenus. Merci beaucoup. Ah oui, et effectivement, donc pour les responsables de commission et les administrateurs, n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous intermédiaire pour vous faire prendre en photo pour l'annuaire et toutes nos communications. Et là, la prise de photo, c'est au premier étage. Donc, un café rapide à l'étage, la photo, et ensuite retour dans la salle. Merci. Les présentations seront disponibles sous réserve de l'accord des intervenants, mais que nous obtiendrons.